assassination of Prime Minister Halabi. نتمنى يوقف العهد التجاري والحضور التجاري. بدنا اولادنا عندنا 15 يوم يخافوا الله. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Fin de la grève des journaliers d'électricité du Liban après plusieurs mois de blocage. Un accord a été trouvé avec la direction grâce à la médiation de plusieurs responsables politiques. Abu Ali Shishani, le commandant du Front al-Nosra, menace de kidnapper les femmes et les enfants des militaires libanais enlevés si son épouse n'est pas libérée. Elle a été arrêtée avec ses enfants par les services de renseignement de l'armée libanaise. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères en visite à Beyrouth, Mikhail Bogdanov, a effectué une tournée auprès des principaux responsables pour réitérer le soutien de Moscou au Liban et aux services de sécurité. Et à suivre également dans ce journal, Paris pourrait ne jamais livrer les Mistral à la Russie. Une déclaration signée Jean-Yves Le Drian. Le ministre français de la Défense a rappelé que leur livraison est suspendue en raison du rôle de Moscou dans la crise ukrainienne. Après plusieurs mois de grève, les journaliers d'électricité du Liban sont parvenus à un accord avec les autorités concernées par le dossier grâce à la médiation de plusieurs responsables politiques. La raison de cette grève, un désaccord concernant leur intégration au cadre. La direction d'EDL ne proposait que 897 postes alors que les journaliers sont au nombre de 1700. Ils refusaient que la moitié d'entre eux soient exclus. Le PDG d'EDL a par ailleurs assuré que les consommateurs n'auront pas à payer les factures d'électricité accumulées en une seule fois. En effet, en raison de la grève des journaliers, certaines factures n'avaient pas pu être envoyées. L'Office a repris l'impression de ces factures le 17 novembre dernier, une première en 3 mois. Si ma femme ne sort pas dans un futur proche, vous pouvez toujours rêver de voir les militaires libérés sans négociation. C'est la mise en garde d'Anas Sharkas, connu sous le nom d'Abu Ali Shishani. Entouré de 2 hommes masqués, le commandant du Front al-Nosra menace dans une vidéo de kidnapper les femmes et les enfants des militaires enlevés jusqu'à ce que les autorités libanaises libèrent son épouse et ses 2 enfants arrêtés à Zrerta par les services de renseignement. Selon une source militaire, al-Shishani est directement lié au dossier des militaires enlevés début août par al-Nosra et Daesh. 27 soldats et membres des forces de sécurité intérieure sont retenus en otage par les djihadistes dans la région de Helsil. 3 d'entre eux ont déjà été exécutés, dont 2 par décapitation. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères en visite à Beyrouth, Mikhail Bogdanov, s'est d'abord rendu chez l'ancien président Michel Sleiman, assurant que Moscou soutient la stabilité du Liban et appelant les composantes politiques à élire un chef de l'État. Il a également salué le rôle de l'armée libanaise et des forces de l'ordre dans leur lutte contre le terrorisme. Bogdanov dit vouloir voir la déclaration de Barabda généralisée à l'ensemble du Moyen-Orient. Michel Sleiman a pour sa part estimé que l'absence d'un président profite au groupe terroriste. Il a exhorté la Russie à accorder davantage d'aide à l'armée libanaise. L'envoyé russe s'est ensuite entretenu avec le Premier ministre Tamam Salam au Grand Sérail. Un entretien axé sur la situation au Liban et dans la région. Ils ont également passé en revue les relations bilatérales. Il s'est enfin rendu à Rennes pour s'entretenir avec Nabih Berri, à qui il a affirmé que Moscou est en contact avec le gouvernement syrien et l'opposition pour lancer des négociations sérieuses sans conditions préalables. Le procès de l'ancien ministre Michel Samaha reporté au 15 juin 2015, en cause l'absence du général Ali Mamlouk, chef des services de renseignement syrien. Samaha est détenu depuis août 2012, considéré comme un proche du régime Assad. Il est accusé d'avoir planifié des attaques terroristes au Liban avec le général Mamlouk et un autre colonel syrien. En février dernier, le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire avait rejeté une demande de remise en liberté de l'ancien ministre. Cela fait près de 3 mois que la ville syrienne de Kobané est assiégée par les djihadistes de l'organisation de l'État islamique et 3 mois que les combattants kurdes tentent de résister avec les moyens du bord. Ils ont bien reçu du soutien de la part des Peshmerga, ces combattants kurdes venus d'Irak. Il y a bien aussi les frappes aériennes menées par la coalition internationale, mais cela ne semble pas modifier les positions tenues de part et d'autre. Ce qui fait défaut aux combattants kurdes, ce sont des armes lourdes pour faire le poids face aux djihadistes qui, eux, semblent très bien équipés.
C'est une guerre qui s'enlise, la ville est en partie désertée. Certains ont pu traverser la frontière turque à quelques kilomètres de là, mais tous n'ont pas eu cette chance et ont dû rester sur place. Les pays riches n'ont accueilli qu'un nombre dérisoire de réfugiés syriens déplacés par la guerre. Voilà la conclusion d'Amnesty International à moins d'une semaine d'une conférence de donateurs à Genève. L'organisation de défense des droits de l'homme se dit choquée par le refus des pays riches d'accueillir plus de réfugiés. Près de 3,8 millions d'entre eux ont trouvé refuge dans 5 pays de la région, à savoir la Turquie, le Liban, la Jordanie, l'Irak et l'Égypte. Des pays qui manquent tous de moyens. À l'exception de l'Allemagne, l'ensemble de l'Union européenne s'est engagé à réinstaller moins de 0,2% de ces réfugiés. Les États du Golfe, la Russie et la Chine n'ont proposé aucune place de réinstallation. Et puis en Irak, l'aviation française a mené un raid important sur plusieurs objectifs dans le cadre de l'action de la coalition internationale contre Daesh. Depuis le début des opérations, les avions français basés aux Émirats arabes unis et depuis peu en Jordanie ont mené au total 120 à 130 missions contre le groupe extrémiste qui contrôle de larges régions de l'Irak. Objectif, empêcher l'EI d'occuper l'Irak. La coalition n'intervient pas au sol mais assure un appui aérien pour que les forces irakiennes puissent progressivement regagner le terrain perdu. Les chasseurs français interviennent uniquement en Irak alors que l'aviation américaine cible également les djihadistes en Syrie. Dans un instant, en direction les Philippines, le centre de l'archipel se prépare à l'arrivée du super typhon Agupit, 13 mois à peine après le passage dévastateur de Haiyan. Retour sur le plateau de l'info du 1640. Paris doit remplir toutes ses obligations pour la livraison à la Russie des 2 navires de guerre Mistral. Voilà ce qu'a déclaré ce vendredi Sergei Lavrov. Le ministre russe des Affaires étrangères estime que c'est un problème de réputation pour la France qui, elle, conditionne la livraison de ces navires à des progrès vers une solution de la crise ukrainienne. Le ministre français de la Défense a d'ailleurs indiqué que les porte-hélicoptères pourraient ne jamais être livrés. On écoute Jean-Yves Le Drian. On pourrait ne jamais livrer ces bateaux. On pourrait ne jamais livrer. Il faut que les Russes se rendent compte de cette situation. On ne peut pas envisager une livraison. Plus d'1 milliard d'euros. On ne peut pas envisager une livraison dans les conditions de tension dans lesquelles nous sommes avec une Russie qui ne reconnaît pas l'intangibilité des frontières. Donc nous estimons que ce n'est pas opportun de le faire. Mais si ce cessez-le-feu là, on va voir. Sur le terrain est appliqué, parce que le premier n'a pas été appliqué. Si celui-là est appliqué... Eh bien écoutez, on regardera la situation. Concerne le dossier ukrainien, François Hollande, lui, a appelé à une désescalade dans le conflit. Le chef de l'État français s'exprimait lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue kazakh. On l'écoute. Ne sont jamais des solutions. Nous devons essayer d'engager, et je l'ai fait, y compris avec le président Poutine, Mme Merkel, le président Poroshenko, nous devons engager un processus de désescalade, pas d'escalade, de désescalade. D'abord la désescalade verbale, qui doit ensuite être désescalade dans les mouvements qui se produisent en Ukraine. Aux Philippines, les habitants se préparent à l'arrivée du super typhon Agupit. Il se trouve actuellement à l'est de l'archipel et se dirige vers les côtes philippines qu'il pourrait toucher ce samedi. La population constitue des stocks de produits de première nécessité. On prévoit des rafales de vent à plus de 230 km/h et de fortes précipitations. Les autorités appellent à la plus grande prudence. Agupit, baptisé Ruby aux Philippines, suit une trajectoire apparemment similaire à celle de Haiyan, le super typhon qui avait dévasté le centre de l'archipel l'an dernier. Cette catastrophe avait fait plus de 7300 morts et des centaines de milliers de sans-abri. En moyenne, une vingtaine de typhons touchent chaque année les Philippines, entraînant des dégâts plus ou moins importants selon l'intensité du phénomène. Deuxième nuit consécutive de manifestations aux États-Unis et des défilés qui sont restés relativement pacifiques malgré quelques échauffourées et plusieurs dizaines d'arrestations. En cause, une nouvelle victime afro-américaine tuée par la police. Un policier de Phoenix dans l'Arizona a tué un homme noir qu'il croyait armé au cours d'une bagarre qui a dégénéré. La Cour pénale internationale abandonne les charges contre le président du Kenya, Uhuru Kenyatta. Il était accusé de crimes contre l'humanité à la suite de violences post-électorales de 2007 à 2008.
La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a finalement renoncé, faute de preuves suffisantes et de témoins. Ces accusations n'avaient pas empêché Uhuru Kenyatta d'accéder à la présidence du Kenya en mars 2013, 50 ans après son père. Le tribunal de La Haye n'a cependant pas exclu de rouvrir des poursuites en cas d'apparition de nouveaux éléments. L'Afrique du Sud rend hommage à son héros disparu. Le pays commémore ce vendredi le premier anniversaire de la mort de Nelson Mandela. De nombreuses prières et célébrations rythment cette journée. La principale cérémonie s'est déroulée à Pretoria, au siège du gouvernement. À la tribune, notamment la veuve du prix Nobel de la paix, Graça Machel. Après 67 ans de lutte politique et de militantisme, Madiba s'est éteint à l'âge de 95 ans. C'était il y a un an, jour pour jour, à Johannesburg. Son corps repose à Kounou, son village d'enfance dans le sud du pays. Seul absent des cérémonies, l'actuel président Jacob Zuma, pour cause de déplacement officiel à Pékin. Bien qu'on les appelle des French fries, les frites sont en fait belges. Et la Belgique va tenter de faire inscrire ces célèbres frites au patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO. Les autorités du pays s'unissent pour faire reconnaître leur patrimoine culinaire et les 11 millions de Belges sont appelés à signer une pétition. La communauté francophone de Wallonie-Bruxelles ainsi que la communauté germanophone s'apprêtent à emboîter le pas à la Flandre qui a inscrit l'année dernière la fameuse frite belge à la liste de son patrimoine immatériel. Écoutez. Le but n'est pas de réunir, c'est plutôt par hasard qu'on remarque qu'il y a un phénomène qui nous est commun, germanophone, francophone, néerlandophone. Et c'est le cornet de frites, mais c'est aussi toute cette culture qu'il y a autour. C'est un bon produit, mais c'est une façon de vivre, une belgitude, un peu chaotique peut-être pour les étrangers quand ils viennent pour la première fois en Belgique, mais quelque chose que nous avons de commun, germanophone, francophone et néerlandophone. Le Belge n'est pas très fier de nature, il n'est pas chauvin. Alors tout ce qui est bien est considéré comme normal. Quand un Belge parle de la Belgique, c'est rarement pour dire quelque chose de bien, et quand c'est bien, il n'en parle pas. Le risque que quelque chose qui est bien et dont on ne parle pas disparaisse à terme est réel. Et donc, pour quelque chose de très simple, je crois qu'il est important également d'avoir la fierté, de vouloir garder ceci pour transmettre aux prochaines générations. En tout cas, elles ont l'air particulièrement appétissantes, ces frites belges. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Fin de la grève des journaliers d'électricité du Liban après des mois de blocage. Un accord a été trouvé avec la direction grâce à la médiation de plusieurs responsables politiques. Abou Ali Shishani, le commandant du Front al-Nosra, menace de kidnapper les femmes et les enfants des militaires libanais enlevés si son épouse n'est pas libérée. Elle a été arrêtée avec ses enfants par les services de renseignement de l'armée libanaise. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères en visite à Beyrouth, Mikhail Bogdanov, a effectué une tournée auprès des principaux responsables pour réitérer le soutien de Moscou au Liban et aux services de sécurité. Et puis Paris pourrait ne jamais livrer les Mistral à la Russie, une déclaration signée Jean-Yves Le Drian. Le ministre français de la Défense a rappelé que leur livraison est suspendue en raison du rôle de Moscou dans la crise ukrainienne. Merci de votre attention, retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellent week-end à toutes et à tous et à demain. And in the assassination of Prime Minister Hadi. أتمنى يوقف العهد التجاري والحدود التجاري.